Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode, ma parole, j'allais dire éliminatoire, mais c'est pas vraiment comme ça qu'on fonctionne à une tasse de tech. Alain McKenna ici en mode printanier, si vous voyez ce que je veux dire, avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Monsieur McKenna, j'aurais dû moi aussi porter un chandail des Canadiens. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est la journée où le Canadien pourrait remporter les quarts de finale. Il reste encore soit une journée ou 3 journées avant qu'on passe à la ronde suivante, qui à mon avis va être positive pour les amateurs du Canadien de Montréal. Ceci n'est pas à fait commercial. J'ai acheté, tu sais, on dit toujours quand on parle de finances personnelles et de spéculation boursière, buy low, sell high. Ça, c'est mon beau-frère qui a acheté ça quand le Canadien était dans les bas-fonds du hockey professionnel. Donc, ça a gagné en valeur. Et là, je peux maintenant arborer fièrement mes allégeances hockeyesque. Je ne sais même pas c'est quoi le mot exact, mais on souhaite la meilleure des chances à notre équipe montréalaise de hockey professionnel. Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du hockey au mois de mai à Montréal. Tu sais, comme du vrai hockey dans un vrai aréna et tout le kit. Donc, je pense que ça fait du bien d'avoir des nouvelles positives ou quelque chose de complètement arbitraire qui nous met de la joie dans nos cœurs. Avec la fin de la grisaille de la météo, mais la grisaille qui se poursuit au niveau politique et tout. Mais entrons dans la technologie, l'objet de ce podcast, le plaisir qu'on a chaque semaine de s'en parler avec nos partenaires TELUS et Plan Hub. Merci de permettre à ce podcast de vivre et de nous permettre de continuer chaque semaine. Dans cet épisode-là, on va parler d'un ChatGPT canadien, on va parler d'une banque d'Elon Musk, on va parler de dépendance à l'intelligence artificielle, on va parler d'un clone de BlackBerry, le retour de la vengeance du clone de BlackBerry, de Steam Controller, de taxi volant. Moi, c'est un sujet qui vient toujours me chercher. D'un téléphone signé OpenAI et d'une serrure connectée et d'une caméra Synology pour votre maison qui est compatible avec les disques durs individuels B-Station. On parle de ça comme critique de une marque de produit méconnue, Synology, qui gagne à être connue si vous avez le souci de protéger votre vie numérique, je vais le dire comme ça. Que j'ai recommandé d'ailleurs les serveurs maison, surtout de Synology, dans mon livre précédent, Payez moins, pour tous vos services de streaming. Et j'en profite parce que je voyais ce matin que le prix de l'essence est reparti en hausse à la pompe. Pour les gens qui ont encore une auto à essence, c'est tellement une technologie du 20e siècle, mais quand même, si vous voulez sauver des gros sous, je vous recommande chaudement mon propre livre, vous comprenez la logique. Payez moins pour vous déplacer n'importe où au Québec. Livre qui se vend très bien par ailleurs et qui existe encore quand même sur les tablettes si vous voulez sauver jusqu'à... Écoute, on chiffre ça des économies en milliers de dollars sur une base annuelle si vous adoptez quelques-unes des bonnes pratiques suggérées dans ce livre-là, qui sont appuyées sur des cas réels. Donc, c'est pas des nuages là, qu'on pèle, c'est vraiment du concret. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Ça va le goût de lire une bonne lecture qui va vous redonner le sourire. En voilà une. Je vais vous en suggérer une autre si vous êtes plus du type numérique et que vous aimez surtout la techno. Pensez à l'infolettre InfoBref Pro Techno qui complète un peu ce qu'on fait ici à une tasse de tech où on vous propose toujours l'actualité brûlante à chaud qui se passe dans le merveilleux monde des technologies. InfoBref Pro Techno, c'est une infolette gratuite qui vous tombe dans l'inbox une fois par mois et qui vous complétera, n'est-ce pas, la connaissance technologique à chaque mois. C'est une drôle de phrase que je viens de faire là, mais vous comprenez ce que je veux dire, forcément. Et ça veut dire, parce que cette phrase-là n'a aucun bon sens, que vous savez qu'elle n'a pas été écrite par une intelligence artificielle générative, mais bien proférée par un humain qui jonglait avec les mots en direct devant son micro, n'est-ce pas? Ce qui nous permet de parler et de glisser en douce vers notre première actu, Pascal. Vous voyez comment j'ai travaillé fort quand même sur celle-là. Mon GPU, il surchauffe. Écoute, je suis content que tu l'aies flagué parce que je l'ai vu passer au début de la semaine, cette nouvelle-là, et j'ai pas eu le temps de réagir, mais Cohere, qui est notre espèce de OpenAI canadien, n'est-ce pas, qui est une IA, qui a des solutions d'IA, je devrais dire, pour entreprises, et qui est basée en Ontario,
a gobé son homologue, son homologue allemand à l'F-Alpha. C'est une grosse transaction, mine de rien, quand même. Oui, et le but, c'est de créer un champion mondial de l'intelligence artificielle. On sait qu'on parle beaucoup de ChatGPT, on parle beaucoup de Claude en ce moment, là, qui vole la vedette et qui surpasse tout, et qui est un danger incroyable pour les réseaux et tout. On veut une alternative qui serait souveraine, parce que c'est évident que si c'est une intelligence artificielle par une compagnie canadienne, ça va permettre d'avoir un meilleur contrôle de ces données, où elles sont traitées, qui peut y accéder, est-ce que le FBI peut se pointer et fouiller là-dedans. On va avoir certaines limites qui vont être intégrées là-dedans. On sait que ça brasse avec l'intelligence artificielle. On veut trouver des compétiteurs, je soupçonne. On veut pas, je crois, qu'il y ait un seul gros joueur et des petits joueurs. Il faut qu'il y ait beaucoup. Plus il va y avoir de diversité dans l'intelligence artificielle, plus on a de chance d'un futur qui sera pas trop terrifiant au niveau de la... S'il y a une intelligence artificielle qui surpasse toutes les autres, je pense qu'on y cuit. Il y a un truc très drôle, par exemple, en Chine, il y a DeepSeek, le DeepSeek 4, leur version de ChatGPT et compagnie, qui est optimisée pour les processeurs Huawei. Oui. Fait que là, on voit que non seulement ils placent géopolitise cette affaire. Oui. Exactement. Non seulement on optimise pour la Chine, mais en plus avec des processeurs chinois. Fait que là, si on a une intelligence artificielle américaine qui demande des processeurs américains, une intelligence artificielle qui demande des processeurs d'une autre, qu'on n'a pas la capacité de les traiter, on va être cuit. Donc, on salue et on surveille cette alliance-là entre Cohere et Alpha en combinant deux entreprises qui travaillent fort sur des modèles d'intelligence artificielle. On va peut-être avoir quelque chose de potable canadienne et qui a récemment embauché Joëlle Pinault, qui est une chercheuse montréalaise, une des sommités en IA. Donc, c'est quand même pas rien d'avoir cette puissance locale-là sous la main. Malheureusement méconnue, très canadienne dans son approche, c'est-à-dire qu'on est modeste sur la visibilité et le rayonnement, mais c'est quand même une belle technologie. Et on va rester dans le domaine de l'IA générative, mais oui, c'est ça. L'IA qui va vous générer des hallucinations, puis après va être très poli, vous allez dire, désolé, c'est pas ça mon but. C'est très canadien, effectivement. Toujours dans le département de l'IA, Pascal, il y a une étude qui est sortie cette semaine, qui a été faite par des chercheurs de UBC, qui est l'Université de la Colombie-Britannique, donc dans l'ouest de notre charmant pays, n'est-ce pas, sur un problème qui, surprise, reprend un peu le même modèle qu'on a vu dans le jeu vidéo, qu'on voit dans les réseaux sociaux ces jours-ci. C'est-à-dire que les IA vous rendent dépendants. C'est conçu pour générer une addiction, et ce n'est pas un accident, c'est vraiment créé de cette façon-là. Je parle des agents conversationnels, donc les chatbots, comme ChatGPT et comme Gemini. Les chercheurs de UBC ont analysé 300 personnes qui ont des conversations, ou 3000, mais vraiment plusieurs centaines de gens qui ont eu des conversations avec un agent d'IA qu'ils utilisent, et pas seulement ChatGPT ou les gros agents, mais aussi, vous savez, ceux qui se proposent pour vous générer un avatar qui devient votre ami, là, Character AI, Replica, ces affaires-là. Et on se rend compte qu'ils utilisent des éléments, des mécanismes psychologiques pour garder les clients captifs et pour les ramener. On manipule émotionnellement les utilisateurs. On veut, notamment, Character AI, c'est un bel exemple, c'est-à-dire qu'on dit, il y a des messages genre « Oh non, on ne va pas éliminer notre amour artificiel si la personne veut supprimer son compte. » Donc, on joue vraiment sur les émotions. On a recueilli, c'est ça, je disais tantôt, 300 témoignages, et on a décelé à travers ces comportements-là 3 façons de procéder qui rendent, en fait, qui créent des comportements de dépendance. Il y a des gens qui vont utiliser l'IA pour des jeux de rôle et créer des mondes imaginaires, donc ils vont vouloir revenir à ce monde-là. Ils vont se créer leur propre univers imaginaire et efficace. Il y a un attachement émotionnel qui peut se développer aussi, des sentiments forts envers la machine, qu'on considère évidemment à tort comme un ami intime ou un partenaire amoureux. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège-là. Et il y a évidemment des applications qui sont conçues exprès pour titiller les gens qui rêvent d'avoir une âme sœur et qui ne savent pas comment le faire dans le vrai monde. Et évidemment, il y a l'enfermement dans une quête incessante de questions et de réponses, cette espèce de chambre d'écho qu'on crée et qu'on reste la tête enfermée dedans. Donc ça, c'est dangereux. Forcément, ça génère des comportements ou des problèmes de santé mentale assez importants. On parle de pensée obsessionnelle, d'anxiété aiguë,
détérioration du comportement au travail, de la productivité, des relations sociales. Et des cas recensés où on donnait un exemple de gens qui avaient même des douleurs physiques, comme ça, une grosse peine d'amour parce qu'on voulait se défaire de notre IA. C'est quand même assez grave. Forcément, la solitude est un des principaux catalyseurs de ce phénomène-là. Des gens seuls chez eux se disent « Tiens, je vais parler à mon IA parce que c'est plus facile que d'aller parler à un humain quelque part. » Donc, forcément, ce qu'on suggère, c'est d'obliger les chatbots à intégrer des rappels clairs et constants, de simplifier les mécanismes des abonnements et de retrait de ces plateformes-là. On revient toujours à l'importance d'une bonne éducation, d'une bonne littératie grand public sur les enjeux numériques et technologiques. On n'en parlera jamais assez, on le fait ici à chaque semaine. Et forcément, reconnectez-vous au vrai monde. On est très heureux que vous nous écoutiez en balado et continuez de le faire, mais allez le faire sur un banc de parc et regardez les gens autour de vous et créer des liens. Ça peut être louche, par exemple. Tu t'installes sur un banc de parc et tu m'as parlé au monde. Je veux dire, c'est ça le problème, c'est que ça, c'est rendu louche, alors que s'enfermer des heures dans sa chambre pour parler à un avatar d'IA qui est essentiellement un mécanisme conçu pour vous rendre dépendant. Ça, on l'accepte. Non, fait qu'il faut quand même un peu flipper aussi nos valeurs par rapport à ça. Oui, puis d'aborder les gens, je le vois sur les forums, les gens qui disent « Comment je fais pour rencontrer des gens en vrai ?» Va dans un bar, installe-toi, puis... Oui, un club de lecture, une activité sportive, il y a dans un café, fait du karaté, du yoga dans le parc, il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Aborder quelqu'un en personne, je crois que c'est rendu chez la plus jeune génération quelque chose qui est inconcevable de parler à quelqu'un. Je sais qu'on ne veut pas déranger quelqu'un qui a ses écouteurs et tout, il y a un côté malsain à ça, mais d'un côté, si tu es dans un endroit public, tu parles à quelqu'un, tu es dans un concert, tu fais un sourire, tu échanges quelques mots, tu gardes la place de quelqu'un, tu dis bonjour, juste ces gestes sociaux-là l'étiquette a beaucoup changé. De dire juste bonjour à quelqu'un que tu connais pas, ça suscite des réactions très étranges. Mais la solution n'est pas de se précipiter 18 heures par jour dans son avatar d'IA pour un monde, une bulle sans contradiction, une bulle où il n'y a pas de personne qui va te dire que tu as discuter avec toi, échanger, te confronter un peu dans tes idées, te permettre de te forcer à creuser tes idées, c'est triste. Un lancement d'un service de paiement dans Twitter, X, j'arrive pas à l'appeler. Je suis comme le gars qui appelle encore Berry-UQAM, Berry de Montigny. Là. Je suis pas capable de passer de Twitter à... Ça en dit long sur ton âge, Pascal, parce que ça fait longtemps. On n'a pas le même âge, on n'a pas le même âge. Mais cela dit, il va falloir... Ce qu'Elon Musk est en train de faire, c'est vraiment de créer ce qui était à l'époque dans sa tête le X-App. C'est vraiment l'application X. L'application qui fait tout, une application pour tout, comme il se fait en Chine. Hein. Il y a une application WeChat en Chine. C'est le WeChat américain, exactement, qui fait tout, qui permet de faire le paiement. Je discute avec toi, on se prend rendez-vous, on partage notre addition, on regarde l'horaire d'un commerce, on discute avec le commerce et tout. Écoute, ce qui pourrait sortir, évidemment, Elon Musk a tendance à délirer un peu. Elle avait été annoncée pour avril. On est en mai, c'est pas encore lancé, mais ça pourrait être imminent. On parle d'une application financière qui donnerait 3% de ristourne sur les achats, ce qui est assez classique avec les cartes de crédit, mais aussi 6% d'intérêt sur l'épargne. Et ça, le taux d'intérêt est assez ridicule en ce moment sur les comptes d'épargne. Ce serait énorme si ça se concrétise, évidemment. X a encore 600 millions d'utilisateurs. Les influenceurs sur la plateforme, le mot influenceur m'énerve toujours parce que pour moi, c'est des gens qui vendent leurs fesses pour faire de la promotion de trucs. Ils seraient payés par le service instantanément. Donc, 600 millions d'utilisateurs d'un coup. L'approbation ne serait pas partout. Ce ne serait pas au Canada encore. Évidemment, comme ça devient une banque, il y a toutes sortes de règles financières là-dedans. Il y aurait une approbation de ce service-là déjà dans 44 États américains. Est-ce que ça va arriver au Canada un jour? Mais aux États-Unis, ça risque de brasser beaucoup si cette plateforme-là permet d'échanger et de payer. Ça dépend comment Musk va présenter la chose, parce qu'il pourrait décider que tout ça repose sur une crypto-monnaie et pouf, du coup, ça serait exclu des solutions de paiement. Je veux dire, il y a plein de façons de jouer et on connaît Musk, on sait qu'il est capable d'aller dans ce sens-là. C'est ça. Est-ce que ça va être ce mois-ci? Est-ce que ça va être demain, dans une semaine? On surveille ça, mais il y a beaucoup de rumeurs là, que c'est imminent comme lancement. Voilà.
Ça, c'est le futur, en tout cas le proche futur. Si vous voulez un petit clin d'œil nostalgique du passé, on va vous en donner un parce qu'il y a eu des nouvelles. On a eu des nouvelles cette semaine du Clix Communicator. Du quoi? Ben, je vais le dire comme ça, c'est le nouveau BlackBerry. Ça a été présenté, on en a parlé au CES à Las Vegas en janvier dernier. C'est un appareil. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un téléphone parce qu'il ne le présente pas comme tel, mais c'est comme un téléphone de milieu de gamme, si vous voulez, avec un écran carré et un clavier physique en dessous, rétroéclairé et tout, comme le bon vieux BlackBerry. C'est bon, on rêve toujours de ce concept-là. Oui. Et là, vous dites, encore un autre imitateur du BlackBerry. Ben, effectivement, mais il y a une belle twist. Ce sont d'anciens journalistes techno qui ont créé cette entreprise-là, Clix. Depuis quelques années, ils vendaient un étui avec clavier qui s'ajoutait sur un iPhone ou sur un appareil Android et qui faisait comme un énorme BlackBerry, mais c'était ben trop gros, donc ça a eu un succès d'estime, disons-le comme ça, et ça les a convaincus de lancer un téléphone. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir des nouvelles parce que ça va être vraiment, vraiment lancé bientôt. On va présenter l'interface logicielle dans les prochaines semaines, une question de temps, on disait au mois de mai, donc c'est bientôt. Et les premiers prototypes fonctionnels vont débarquer en juin. Ça, c'est le mois prochain. On est présentement en mai officiellement, donc ça s'en vient quand même assez vite. Et j'ai hâte de voir ces premiers prototypes parce que les coquilles qu'on a pu voir au CES étaient quand même assez prometteuses. Ça rappelait les derniers BlackBerry mais qui n'avaient juste pas la fonction de glissage, de glissement du doigt, le défleurement qui avait le clavier du BlackBerry dans ses dernières itérations. Et on dit que les premiers appareils vont arriver avant la fin de l'année. Ça va dépendre d'une certification des gouvernements aux États-Unis, la FCC, et au Canada, qui devrait arriver au courant de l'automne. Mais si ça arrive, vous allez avoir un appareil vendu à peu près 500 $ américains, qui va être quand même de milieu de gamme. C'est pas un appareil qui est conçu pour être performant. Il s'appelle le Communicator parce qu'on veut insister sur les fonctions de communication et non pas de divertissement ni de réseaux sociaux. L'interface est axée sur le défilement d'alertes de communication. On dit qu'on veut le présenter soit comme un deuxième appareil dans votre poche. Donc, vous laissez votre téléphone dans votre poche, vous partagez la connexion, vous pouvez l'utiliser comme outil de communication, strictement de messagerie texte. En gros, vraiment du texte. Et vous pouvez aussi insérer une SIM ou une eSIM si vous voulez, il va avoir la fonction, mais on présente ça vraiment comme un outil de déconnexion partielle. Ce qui est quand même une belle approche. Ouais. Ils utilisent une interface qui s'appelle le lanceur Niagara. Je l'ai installé j'ai un téléphone Android, un Pixel à la maison que j'utilise avec ça. Écoute, quelle belle interface. C'est linéaire, il n'y a pas l'espèce de pizza d'icône, c'est du texte. On peut comme personnaliser l'interface pour la rendre très minimaliste. Écoute, j'aime ça beaucoup. C'est reposant pour l'œil. Ça me permet même d'enlever une angoisse de l'alerte constante. Je ne peux que féliciter les gens qui ont créé le Niagara Launcher et les gens de Clix qui ont décidé de l'adopter parce que ça va être une très belle combinaison. Et j'espère qu'on pourra vous le présenter l'automne prochain. Oui, d'ailleurs, c'est pas la relationniste de BlackBerry qui est la relationniste de la compagnie. Oui, la personne qui s'occupe des communications était chez BlackBerry. C'est très, très drôle que les grands esprits se rencontrent. Et je pense au Light Phone, le téléphone minimaliste qui a une interface minimaliste aussi. Mais je trouve tellement triste qu'ils ont une restriction. Ils rendent le passage à une interface. On pourrait changer avec cet appareil-là de système d'exploitation, justement installer le Niagara Launcher, puis avoir les applications qu'on désire dans une interface minimaliste. Mais non, ils veulent que ce soit seulement leurs outils, les applications qu'ils ont sélectionnées. Je trouve qu'il y a quelque chose de complètement déconnecté entre l'appareil et le système d'exploitation, et j'espère que les gens qui vont lancer le Communicator vont permettre de changer le système d'exploitation. J'ai bon espoir parce qu'ils sont des fins connaisseurs de la chose. C'est ça, fait que de ne pas l'empêcher d'offrir le meilleur système d'exploitation possible, c'est génial, mais si en sachant que c'est 5% des gens qui vont être attirés par le modèle, mais quand même. C'est ça, parce que si physiquement t'aimes l'appareil, mais que tu veux avoir d'autres fonctions, ou Android complet, ou Android avec une autre interface, on veut avoir le plus qu'on veut, ce qui m'amène à mon autre nouvelle. Alain, aimerais-tu ça payer plus pour en avoir moins? Et ça, c'est quelque chose que propose Parce que mon livre, c'est payer moins pour en avoir plus. Exactement. Dans ce cas-ci, tu payes plus pour en avoir moins, ou plutôt tu payes tout court pour en avoir moins. C'est Brave Origin. C'est un furteur, le furteur Brave, que j'ai installé. C'est un furteur qui est axé sur la vie privée, mais je me suis rendu compte que c'est un petit peu emmerdifié parce que l'entreprise... l'IA, entre autres.
engin d'IA, pop-up pour te dire, veux-tu le VPN, payer pour ci, payer pour ça. Et encore une fois, c'est des services qui permettent à Brave de vivre. Ils offrent un service anonymisé, couper les publicités, enlever les pop-up qui donnent ton information privée. Mais c'est des applications qui sont pas nécessaires à tout le monde. Et je trouve que l'expérience est lourde. Quand tu vas sur un navigateur, je rêve encore, tu sais, toute la réflexion qui a été faite, que Windows était devenu trop emmerdifié avec beaucoup trop de pop-up et de notifications et tout. Brave Origin va conserver la protection de la vie privée, le blocage des publicités, mais va enlever tous les extras pour un seul paiement de 81 $. Tu peux installer à ce moment-là ou réinstaller ton navigateur Brave Origin sur 10 activations. Donc, si tu réinstalles ton système, tu peux l'activer. Tu aurais 10 activations au total. La version est en bêta en ce moment. On paie pour le 81 $. On a accès à la version bêta. Le lancement officiel va être en juin. Très hâte de voir la réaction. Si jamais on veut des services supplémentaires, oui, j'aimerais ça avoir un navigateur plus dénudé, mais j'ai besoin du VPN ou je veux payer pour leur VPN, ça va être possible de le faire, mais avec des extras installés individuellement. Je suis tenté. 80 $ pour 10 activations. Combien vaut ta vie privée? Combien vaut ta tranquillité? Puis combien vaut une interface qui t'irrite pas régulièrement avec des petits pop-up? Je donne l'exemple tout bête en installant Brave, dire OK, veux-tu te connecter au VPN? Clique ici pour plus. Une offre pour toi. Puis là, ça pop. Non, je veux pas ça. Windows, tu es en train de travailler, t'écoutes un pop-up. Voulez-vous faire un petit sondage pour parler de votre satisfaction? Non, dérange-moi pas quand je travaille. Dérange-moi pas quand je suis. Et 80 $ pour ça, c'est pas cher. Mais 10 activations... pour une licence permanente, c'est un peu le prix d'un jeu vidéo, là. Je veux dire, c'est quand même le logiciel. Puis 10 activations, ça peut durer des années. Encore une fois, tu pourrais l'installer dans ton téléphone, tu peux l'installer dans plein d'autres appareils. 3 applications, mettons ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur portable, ton ordinateur principal, 4 activations. Si jamais tu réinstalles. J'imagine qu'ils vont peut-être avoir de la flexibilité là-dessus, mais 80 $, c'est 8 $ par activation. Exact. Pour un navigateur qui est moins dérangeant, pas d'intelligence artificielle, pas de pop-up et de trucs étranges. Et ta vie privée qui reste préservée. Merci Pascal. On va faire une petite incursion dans le jeu vidéo, juste rapidement, parce que vous savez, sur les réseaux sociaux, everything is awesome, et les gens n'ont que des bons commentaires, surtout parce qu'ils sont souvent payés pour le faire. Nous, on ne l'est pas. Alors, on peut vous dire les vraies affaires. Et on va parler du Steam Controller, la nouvelle version du contrôleur de jeux vidéo que Valve, en fait, vient de lancer sous son enseigne Steam. Vous connaissez Steam, c'est la plateforme de jeux vidéo pour PC qui est omniprésente partout. Il y a une volonté de lancer une série de nouveaux produits matériels cette année, dont une console éventuellement. Et évidemment une version revue du Steam Deck. Et le contrôleur, déjà, on a vu les premiers essais, les premières critiques être publiées sur Internet, et déjà, les joueurs sont déçus. Des joueurs déçus... Écoute, j'allais dire, il n'y a rien de plus prévisible qu'un joueur de jeux vidéo déçu d'un nouveau produit dans le jeu vidéo. C'est à peu près une tendance quasiment absolue. Qu'on va recevoir des courriels de bêtises. mais ça s'explique dans ce cas-ci quand même, parce que là, on a présenté le Steam Controller, une nouvelle manette qui, dans le fond, reprend une version modernisée d'un concept de contrôleur et qui a des qualités et des défauts, je vais le dire comme ça, très poliment. Moi, je vais vous dire, il y a surtout un gros défaut qui est très simple, il arrive un petit peu plus tard dans ma liste de sujets, mais c'est un contrôleur donc qui arrive, qui s'inspire du Steam Deck, mais qui se veut un contrôleur pour PC. Donc, vous le jumelez à votre ordinateur. 2 petits pavés tactiles carrés sont inclus. Il y a des sticks analogiques. On n'a toujours pas bien traduit le joystick en français. C'est pas un manche à balai, c'est un petit contrôleur analogique. Bâton de jouissance. Bâton de jouissance, bâton de plaisir, qui sont donc de format très standard. Il y a des boutons programmables à l'arrière, donc on a vraiment un beau... Et on a évidemment une forme relativement ergonomique. Malheureusement, il y a des défauts, forcément. On a oublié la croix, là, le D-pad. On a oublié aussi qu'il n'y avait pas juste Steam sur PC. Donc, il y a de l'incompatibilité avec plein de plateformes ou plein de jeux vidéo qui sont à l'extérieur de Steam parce qu'on n'a pas adopté le protocole X-Input dans Windows, qui est un léger détail, tu sais. Et dans l'ensemble... ça a l'air cheapette comme machine, on va se le dire franchement. Je sais pas si tu as vu les images. Écoute, j'ai pas vu les images, mais je me dis c'est très étrange que pour les contrôleurs de jeux vidéo, les adolescents veulent plus de boutons. Alors,
Hey, on a de la souris à un bouton du premier Mac, pour vrai. Mais, je veux dire, puis, tu sais, tout ça serait comme, OK, cool, ça fonctionne juste avec la plateforme Steam, les jeux sur Steam, puis ainsi de suite, c'est pas de trouble. Si seulement ça n'était pas 150 $, parce que là, ça commence à être cher. Et vous le savez, des contrôleurs de jeux vidéo Bluetooth, il en existe. Écoute, un puis un autre, là. Franchement, il y en a vraiment des centaines qui font plein de choses, chacun à sa façon, mais de façon généralement à peu près la même. Donc, on peut avoir un bon contrôleur et le personnaliser un brin, puis l'utiliser dans Steam, mais après ça, l'utiliser ailleurs, donc notamment sur la Game Pass de Xbox. Et là, on a décidé que non. Et je trouve que pour une plateforme Steam qui se veut un peu une incarnation d'une forme d'ouverture sur, nous, on accepte tous les jeux pour PC avec cette espèce de notion de fermer l'écosystème à un brin, c'est toujours un peu plate. Quand tu dis, hey, nous, on ouvre la fenêtre bien grande, mais on ferme un peu la porte, il y a comme une espèce de... Il manque un peu de logique. Mais si vous aimez, vous êtes un impulsif ou un compulsif acheteur de gadgets de jeux vidéo et vous êtes très présent sur Steam, avant de vous précipiter sur le contrôleur, assurez-vous que ça fait l'affaire pour vous. Parce que peut-être que sinon... tel ce joueur de jeux vidéo caricatural qu'on utilise dans notre esprit tout le temps, vous allez être déçu. Il y a des chances. Et voilà, on va passer du contrôleur qui déçoit à des taxis qui nous élèvent. Les taxis volants, moi j'y crois, j'en rêve. Ça fait des années qu'on les voit au CES. Ben oui. C'est magnifique. Et puis... On les attend. Quand est-ce qu'on va pouvoir le faire de l'aéroport de Montréal au centre-ville en quelques minutes? Il devait être mis à l'essai dans les Jeux olympiques de Paris. J'avais hâte de voir ça. Belle démo technologique. Ils n'ont pas eu les autorisations. Il y a toutes sortes de craintes là-dessus. Il faut faire des couloirs aériens. Il faut respecter toutes les normes de sécurité et tout. Mais il y a un taxi électrique de Joby, la compagnie Joby, à ne pas confondre avec Joby Joba. C'est une chanson. Oui, qui est une chanson. Ce n'est pas la même chose. Il est passé de l'aéroport JFK à un héliport à Brooklyn en 14 minutes. C'est un taxi électrique qui a 6 hélices. Un taxi-drone volant électrique. Un taxi-drone et les ailes le décollage peut se faire à la verticale et ensuite avancer à l'horizontale. Assez spectaculaire. Jetez un coup d'œil là-dessus. Malheureusement, si l'hélicoptère électrique taxi peut contenir jusqu'à 6 passagers, il n'y avait qu'un pilote à l'intérieur. On n'a pas autorisé avec les passagers. On espère qu'il va y avoir d'autres vols d'essai comme ça. Il y en a eu d'autres qui ont été faits en différents endroits. Ça devrait arriver à Dubaï. Ça devrait être la première place où ça va être un service régulier. J'espère que ça va permettre de faire avancer. On parle de plus de 50 000 heures de vol. Il y a beaucoup, beaucoup d'essais qui sont faits, mais j'ai hâte que ça se concrétise. Évidemment, on va mettre le premier accident de drone va être mis, va faire le tour du monde. Mais des fois, j'allais dire, il faut casser des omelettes pour faire des œufs, mais je pense que c'est des accidents de voiture à tous les jours, puis on n'arrête pas le progrès, là. Joby, qui est une start-up d'entreprise indépendante, bien sûr, mais qui est lourdement financée par Toyota. Donc, c'est quand même pas quelque chose qui est sous-financé ou qui risque de disparaître rapidement, parce que Toyota pousse fort. J'étais la semaine dernière dans la ville du futur de Toyota au Japon, et ils avaient une démonstration incluant un drone de Joby qui devrait être mis en service de façon imminente. Et cette application-là de conduite, en fait, de l'aéroport au centre-ville, c'est le modèle initial pour rendre ces plateformes-là fonctionnelles. On peut déjà booker un hélicoptère normal pour aller de JFK au centre-ville, pour aller à Manhattan, en fait, à New York. Donc, la route existe, l'espace est déjà réservé, il suffit de changer le véhicule, dans le fond, et c'est vers ça qu'on se dirige avec Joby à New York. Et on dit que, optimalement, ultimement, ce qu'on veut faire, c'est offrir un service pour 4 ou 5 passagers, comme un taxi le ferait, mais plus rapide, parce que ça prend une demi-heure au lieu de prendre 1 heure, 1 heure et demie. Et ça reviendrait à un prix individuel équivalent à si on prenait un taxi et qu'on restait coincé dans le trafic des nombreux ponts là, qui séparent Manhattan de Brooklyn et d'autres du reste du Grand New York. Donc, une centaine de dollars par passager serait la cible pour ces projets-là. Mais on en parle. On a hâte de voir vraiment quelque chose d'être commercialement disponible. C'est d'un instant à l'autre. Le truc qui me fait beaucoup rire, et quand tu prends un taxi, tu peux le charger de bagages tant que ça rentre dans le coffre, tant que ça rentre sur tes genoux, il n'y a pas de problème. Pour un taxi volant, il va falloir que les bagages et les passagers soient pesés. Fait que c'est là que la capacité de jusqu'à 5 passagers, parce que c'est 5 passagers avec des bagages, exactement, quelqu'un qui arrive d'Europe avec des grosses valises, peut-être que ça va être 2 passagers. Je suis curieux de voir
la charge. Il y a déjà une clientèle qui prend l'hélicoptère, dans le fond, donc il y a déjà un certain genre de public pour ça. Donc, ça serait de reproduire, d'électrifier, dans le fond, ce qui en ce moment se fait avec un moteur d'hélicoptère. 14 minutes de vol, aller-retour, une demi-heure, tu peux amener beaucoup de gens, moins d'une heure, moins de temps que ça prend pour le taxi en voiture. Très, très hâte. C'est électrique. Alors, on peut espérer qu'au Canada, ça va être pas cher et sympathique. J'aimerais bien essayer ça un jour, effectivement. Oui. Parlant de choses que j'aimerais essayer un jour, les rumeurs se font de plus en plus intenses là, à propos d'un téléphone de marque OpenAI qui pourrait être lancé d'ici la fin de l'année, d'ici 2028, donc d'ici à peu près un an et demi. Ce qui est étonnant parce que OpenAI a signé une entente avec Johnny Ive, le fameux designer qui était avant chez Apple, pour créer des appareils qui ne seraient pas des téléphones. Donc, on parlait beaucoup d'un petit appareil sans écran qu'on pourrait mettre sur son bureau et qui serait un assistant vocal, une espèce d'interface comme ça, là, avec qui on pourrait parler pour parler à un agent style ChatGPT. Et là, la rumeur dit que non, finalement, il y allait avec un téléphone minimaliste quand même, pas de bouton, rien, mais un téléphone avec un écran. Donc, on revient un peu à classique, mais c'est peut-être un pas vers cette espèce d'appareil ultime sans écran. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on veut faire deux choses. On veut évidemment pousser l'intelligence artificielle agentique, donc cette espèce de série d'agents ou d'applications ou de services, appelez-le comme vous voulez, qui sont capables d'exécuter des tâches complexes sans votre intervention. Et les exemples qu'on donne, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours les mêmes. Réserver un billet d'avion, comme si on faisait ça 6 fois par semaine. Oh oui. Ou pré-rédiger un courriel, ce qui est peut-être un peu plus près de quelque chose qu'on voudrait avoir, mais en même temps, il faut que la rédaction soit extrêmement bonne. Ou alors commander de la nourriture sur un service de livraison. C'est toujours ahurissant comment on se rabat sur des services qu'on n'a pas nécessairement le goût d'utiliser pour vrai. Mais c'est ça, mais pour certaines personnes qui commandent 3 fois par jour de la bouffe, je ne comprends pas. Mais qui sont ces personnes-là? C'est ça que je veux savoir. Qui sont ces personnes-là? Est-ce qu'ils vont se précipiter sur un téléphone? Et c'est ça. Et là, on se rend compte que, là, j'arrive à la retraite et j'ai pas d'argent. J'ai hâte de... Encore une fois, voilà. C'est l'excuse des avocados toast. Là. On ne veut pas embarquer là-dedans et dire que les jeunes qui n'ont pas d'argent, bon, il y a toutes sortes de facteurs économiques et tout, mais je suis toujours émerveillé de voir que les gens qui utilisent ces téléphones-là, ce qu'ils font en longueur de journée, c'est réserver des vols, planifier les vacances en Europe. Ils font ça à longueur de journée ou créer des applications qui vont changer le monde. Ouais. Dans la vraie vie. Il existe cet idéal-là, effectivement, dans lequel le téléphone pourrait être lancé. Et ce qu'on veut commencer par faire avec ce téléphone-là, c'est briser le modèle du iPhone, vraiment briser le modèle financier derrière l'iPhone qui repose sur l'App Store et sur l'installation d'applications auxquelles on s'abonne ensuite. Et Google et Android font effectivement la même chose. Mais dans ce cas-ci, ce qu'on dirait, c'est qu'on plutôt que d'avoir installé des applications pour chacun des services qu'on utilise sur un téléphone qui serait lancé par OpenAI, on ne ferait que parler à son agent d'IA qui ferait la job pour nous en arrière-plan. Il faut quand même s'abonner aux services en question qu'on veut utiliser, mais tout ça serait fait quelque part dans le fameux nuage, et on imagine que l'argent irait effectivement en partie chez OpenAI parce qu'ils ont vraiment besoin de trouver un modèle d'affaires. Est-ce qu'ils font encore... Ils n'ont pas encore fait d'argent, OpenAI. Ils n'en feront pas avant au moins 5 ans si on se fie à tous les... c'est pas possible, et puis... Tous les calculs qui sont faits par les experts autour de l'entreprise. L'entreprise qui, en passant, pourrait s'inscrire en bourse cette année et valoir du jour au lendemain 850 milliards de dollars américains. Oui, ce qui est assez ahurissant pour une entreprise qui tout le monde sait que la meilleure façon de générer des revenus, c'est de lancer un appareil technologique qui va demander du support à la clientèle, qui va demander des livraisons, qui va demander des retours, qui va demander des mises à jour. Ouais. Mais vous sentez un peu l'influence de Johnny Ive sur le projet parce que déjà, on parle d'un processeur Qualcomm qui serait très puissant, conçu pour gérer localement les demandes d'intelligence artificielle, mais il serait aussi assemblé par une entreprise chinoise qui s'appelle Luxshare, qui est un partenaire d'Apple déjà pour assembler l'appareil final. Donc, il y a une certaine finesse dans la qualité du produit. On n'a aucune idée du prix, de la forme finale, tout le reste. Mais tout ça serait conçu aussi pour être... parce que vous savez, parler à son IA localement, quiconque a installé un grand modèle de langage sur un ordinateur le sait, ça demande beaucoup de puissance, c'est lent, ça chauffe. C'est souvent la meilleure façon de faire partir le ventilateur dans son ordinateur personnel. Sur un téléphone, pour assurer une autonomie d'une journée au minimum, je pense que le téléphone va être gros comme les premiers Motorola. Si le traitement des données est local. Ben, c'est ce qu'on dit. On veut idéalement rendre ça local. Est-ce qu'on va y arriver? Écoute, toutes les opinions se valent là-dessus. Ça va être à voir, mais pour un téléphone qui serait mis en marché en 2028, il va falloir qu'on voit qu'on ait plus d'informations au courant de la prochaine année parce que ça prend du temps. Il faut avoir des certifications gouvernementales et donc il faudra présenter des prototypes
avant la fin de l'année prochaine. Donc, on risque d'en entendre parler beaucoup. J'ai hâte de voir si cette notion d'arrêter d'installer des applications va finir par s'imposer, parce que le modèle de la mobilité actuelle est quand même assez implanté dans les habitudes d'à peu près tout le monde. Là. Oui. Puis là, imagine que tu utilises ce téléphone-là. Ma prédiction, Alain, spontanément, ça va être un produit coûteux qui va demander un abonnement mensuel à différents niveaux, mais qui va commencer à genre 200$. Je te lance ma prédiction. Vraiment VIP pour commencer. Là, on lance quelque chose par abonnement. Il ne sera pas vendu, il va être vendu par abonnement. Il va être vendu par abonnement très cher. Ça va être le truc flyé. Et puis... je veux dire ceci parce que je parle de Johnny Ive parce qu'il s'est associé avec OpenAI. C'est sûr que le produit première génération va être entièrement incomplet parce que c'est la façon dont Johnny Ive a toujours fait son lancement de produit. Et probablement que dans 2030, dans 3 générations du téléphone, on va avoir un produit correct. Donc, faut pas s'attendre à une révolution dès le jour 1, mais probablement qu'il va y avoir une bonne idée qui va évoluer et à ce moment-là, on aura 3 ans après un autre produit qui sera de qualité, mais il y aura aussi plein d'imitations à côté. Donc, ça va être intéressant de voir où tout ça s'en va. Mais on sent un mouvement de fond quand même pour se détacher du modèle de la téléphonie actuelle, de faire de l'App Store, pousser vers des agents, des commandes vocales plutôt qu'un écran et tout le kit. Là. Donc, on sent qu'il y a un mouvement. Et là, on semble confirmer qu'on s'en va vers ce modèle-là pour les peut-être 2-3 prochaines années. Là. On a hâte de voir. Ça va être assez, en tout cas. Ce qui est correct parce que nous, on vous parle beaucoup, donc on est vraiment dans une interface vocale, hein, on va se le dire. Donc nous, ça s'en va dans notre direction tout à fait. Et on vient d'ailleurs de finir la première partie de notre balado avec l'actualité de la semaine. Mais il y en a plus. Tout de suite après ceci, il faut que j'aille chercher mon énorme gadget de la semaine pour vous le présenter. Donc je vais prendre une courte pause, mais restez avec nous parce qu'on vient tout de suite après ceci avec nos essais de la semaine à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une Tasse de Tech. Pascal nous épie, mesdames et messieurs. Je ne sais pas ce qui se passe de ce côté-là, mais c'est quand même de ça que tu vas nous parler cette semaine. La fameuse caméra. Moi, j'aime beaucoup la marque Synology pour leur serveur maison, bien sûr, mais ils ont aussi maintenant, et tu me l'apprends, une caméra pour la maison. Caméra de maison qui se connecte avec son disque dur à la maison Synology ou B-Station. Et ça, c'est mal indiqué. Je l'ai découvert un peu en installant, on dit installe telle application qui se connecte à son serveur Synology, mais c'est un serveur B-Station qui est plus économique. Le B-Station, il faut le dire tout de suite, un truc qui m'embête, c'est qu'il n'y a qu'un seul disque dur dedans et il n'est pas fait pour être bidouillé dedans. C'est l'entrée de gamme du serveur maison. C'est l'entrée de gamme. Super facile de configuration. Mais si vous dites, mes données sont en super sécurité, si ce backup-là flambe... C'est pas idéal, C'est pas l'idéal. C'est un backup, mais souvent, on peut avoir un backup d'un backup sur ce genre d'appareil. Si on veut vraiment que tes données soient en sécurité, tu as un backup de backup. Mais pour synchroniser avec une caméra de surveillance, c'est super intéressant parce que tu peux stocker le temps que tu veux tes vidéos. Tu peux les stocker en permanence. Tu peux avoir des notifications quand il y a des événements qui se passent. Tu peux conserver ces événements-là. Tu peux gérer ta caméra de surveillance de façon sans limite d'utilisation, sans frais d'abonnement à des services externes. Et j'ai trouvé ça vraiment flyé. Il y a vraiment, là, quand tu fais la configuration, elle est pas parfaite. J'ai été obligé de réinitialiser à quelques reprises. Il y a des drôles de délais, mais une fois que la caméra c'est pas une marque, je dois dire grand public dans le sens où ça s'adresse à la base à des geeks, là, des gens qui savent bidouiller un peu quand même. Qui sont plus à l'aise. Fait que moi qui ai l'habitude avec des produits grand public qui se connectent très rapidement. Des fois, tu démarres des écouteurs, puis tout de suite ça pop dans ton téléphone, veux-tu synchroniser et tout. C'est pas le cas de la caméra Synology. C'est pas compliqué la configurer, mais c'est pas l'intuitivité incarnée. On installe dans mon cas l'application B-Camera qui va se connecter à la caméra et à notre serveur B-Station. Et c'est tout. Il y a pas de... Non, c'est complètement... Non, mais normalement, il faut que tu te crées un compte, il faut que tu te connectes avec ton compte, il faut que tu valides le compte, il faut que tu paies un abonnement et tout. Et là, dès que tu es connecté, t'enregistres et c'est fait. Et ça, c'est une espèce de... c'est tout, déjà fait. Pas besoin de te connecter avec un abonnement à un service. On suggère de mettre une carte micro SD à l'intérieur. Si jamais la connexion... Oui, parce que si jamais la connexion sans fil est pas bonne, on pourrait aussi le connecter. Il y a certains modèles qui se connectent avec une prise... là, j'ai le modèle de base, là, le modèle
CC400W. Il y a des modèles qui se branchent avec des connexions Internet filaires. Dans mon cas, c'est sans fil. Si jamais le réseau est perturbé, il y a une coupure de réseau, ainsi de suite, c'est stocké dans la carte micro SD. Et dès que le Wi-Fi revient, la carte SD est transférée dans ton serveur B-Station. Fait que là, tu as 2 backups. Évidemment, ça n'empêche pas un malfaisant de prendre la caméra, prendre la carte micro SD, prendre le B-Station et partir avec. Mais pour une surveillance domestique, je pense pas que le voleur va fouiller dans la maison pour trouver le serveur. Il va comprendre que cette caméra-là, juste l'effet dissuasif d'avoir une caméra de surveillance à la maison qui est connectée, c'est déjà beaucoup. On peut y accéder partout. Ça, c'est très, très drôle. Une fois que c'est configuré, s'il y a quelque chose qui passe, on peut configurer le type d'alerte qu'on a pour des objets, des personnes. On peut déterminer des zones. Vraiment bien fait pour ça. Et le fait, encore une fois, qu'il n'y ait pas de licence mochetée sur les fesses. La caméra, c'est une caméra de 4 mégapixels. Ben oui, 4 mégapixels, HDR, 125 degrés de champ de vision. Et la capacité de stockage, ben, c'est la capacité de ton disque dur maison Synology ou B-Station. Fait que dans le cas de la B-Station, tu as le modèle 4 Tera, 4 Tera et 8 Tera. Modèle Synology, tu peux avoir encore plus de stockage que ça. Si tu veux conserver 1 mois de vidéo 4K non-stop, tu calcules la capacité que tu as, tu peux le faire ici. Moi, je l'ai réduit. Non, je ne veux pas dire combien je l'ai réduit. Si mais tu pars en vacances, si tu reviens en dedans de quelques jours, quelques semaines, tes données sont là dans ton disque dur qui t'attend. Est-ce que c'est abordable, ce produit? Parce que les serveurs sont bien, mais ne sont pas exactement données. Exactement. Il faut évidemment avoir le B-Station qui est... Et là, je regarde le prix rapido. J'avais vu autour de $300, quelque chose comme ça, la webcam. Fait que tu paies un peu plus cher pour une caméra, mais tu ne paies pas pour les services. Juste pour m'assurer combien... Ah là là! Je vais l'acheter. Et j'ai regardé rapido, mais je ne vois pas ici. B-Station avec la caméra. Et c'est bête. Combien ça coûte? Premier qu'il trouve, Alain. Ben écoute, je suis pas là, mais je serais curieux de savoir aussi, parce que la particularité des caméras de surveillance, c'est qu'on a ajouté un paquet de fonctions d'IA qui sont pas toujours très fonctionnelles pour détecter, identifier des gens, des personnes, des choses. Et j'en ai pas trouvé une à date qui identifie correctement comme je le souhaiterais les choses. Parce qu'il y a toujours une voiture qui passe dans la rue et là, tu reçois une alerte et ça crée beaucoup de faux positifs, en fait, qui fait qu'on perd toute vigilance pour la fois où il faudrait vraiment qu'on ait comme l'œil sur la caméra au bon moment. Oui, parce que quand tu as trop de notifications, tu portes plus attention. C'est l'enfant qui crie au loup. J'ai vérifié, on parle de 200 quelques dollars, c'est 170 US pour la caméra de base, donc 240 canadiens pour la version CC400W de la peut Synology. Si vous avez déjà un serveur Synology, où je présume qu'on peut peut-être le jumeler à un stockage en réseau local qui n'est peut-être pas de la marque. Il faudrait bidouiller là-dessus, parce que par défaut, on te parle de Synology, par défaut, on te parle de B-Station, et c'est ça qui fait que c'est transparent. J'imagine, comme tu le dis, qu'il y a moyen de bidouiller, mais c'est pensé pour le serveur en réseau. Moi, je m'aventurerais moins. Je veux dire ceci parce que beaucoup de gens se demandent, tu sais, sur mon téléphone, j'ai trop de photos, on me dit tout le temps que mon iCloud ou que mon Google Photos doit comme faire du ménage, patati patata, qu'est-ce que je fais? Un serveur, sérieusement, un B-Station, c'est un bon point de départ. Ils ont des produits de meilleure qualité et de plus haut de grade dans d'autres créneaux, mais c'est un stockage maison, vous pouvez l'utiliser comme stockage pour vos photos pour votre téléphone et c'est entièrement chez vous. Donc, c'est une façon de se défaire des services en cloud et de sauver sur un abonnement. J'ai comme déjà écrit un livre là-dessus en plus. Mais c'est ça qui s'appelle « Payer moins », je crois. Oui, exactement. Le B-Station 4 Teraoctets, c'est quand même 460 canadiens. Fait que des fois, le service en ligne, abonnement mensuel, $100 par année. $100 par année, c'est 4 ans. Tu es certain que ça flanche pas. Tu as toujours accès, peu importe où tu es dans le monde. C'est mis à jour si tu veux plus de stockage. Ton B-Station... À chaque fois que je parle de ces postes d'enregistrement local, là, les vendeurs, clairement, de solutions pour les gens disent non, il faut pas recommander ces produits-là parce que c'est justement ton disque dur à tout moment peut flancher, tu vas perdre toute ta vie. Ça revient toujours à la base en informatique, ça fait 25 ans qu'on le répète, faites une copie de sûreté de vos données, peu importe comment vous fonctionnez sur votre téléphone ou peu importe. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr que
tout est imparfait. Il faut quand même emmener tracer la ligne. Puis je veux pas faire peur au monde en leur disant n'utilisez pas ça, mais juste garder en tête que si tu as un backup de tes données et que ce backup-là disparaît, peut-être penser à avoir un deuxième backup. Et là, les gens disent oui, je fais un backup des fois, mais là, ça fait 3 mois, 2 ans, tu oublies de faire ton backup. Quelqu'un me dit ouais, j'ai un backup, là, je l'ai fait il y a 2 ans. Une copie sur un média physique, un disque. C'est ça. Puis ce disque-là peut devenir désuet, peut devenir ne plus fonctionner. C'est juste cette petite question-là, cette petite réflexion-là. Je pense que pour beaucoup de gens, qui veulent pas se casser la tête, payer un abonnement raisonnable mensuel. Encore une fois, il faut magasiner là-dessus. Et versus acheter un truc, le configurer correctement, s'assurer que ça brise pas, l'entretenir et tout. Faut toujours voir ce que le vrai monde va faire avec un service de stockage à la maison. Ce n'est pas la solution magique, même si c'est une solution qui peut être très, très magique si on a beaucoup de données, exactement. Merci Pascal. Parlant de solutions imparfaites, j'en ai une autre pour vous. Je vais tout de suite vous présenter la boîte parce que l'appareil était installé sur une porte, donc c'est pas facile de défaire la porte juste pour le présenter. C'est une serrure connectée. Vous savez, les serrures connectées, ils s'en vendent maintenant de toutes les sortes, de toutes les marques, de toutes les fonctions. Ça a vraiment été un marché qui a été éclaté dans les dernières années. Et ce que j'ai essayé depuis quelques semaines, c'est une marque absolument inconnue chez nous qui s'appelle MyQ. MonQ. Ça peut pas être plus un mauvais choix de nom pour le marché québécois, mais c'est quand même ça, qui a ce modèle-là qui s'appelle le Secure View 3 en 1. Secure View, vous avez compris que ça vient avec une caméra intégrée, et vous avez entièrement raison. C'est une serrure, donc 3 en 1, qui est 3 en 1 de plein de façons. C'est comme un 3 en 1 de 3 en 1. Il y a 3 façons de s'authentifier pour déverrouiller la porte. Il y a un clavier numérique illuminé, pratique le soir. Donc, il y a un lecteur d'empreintes sur le dessus. Oui, exactement. Et il y a la reconnaissance faciale par la caméra. Donc, si vous arrivez à votre porte, vous n'avez pas de main, vous la regardez, vous attendez une seconde, elle vous reconnaît, elle se déverrouille. Ça prend quand même une main pour ouvrir la porte. Vous pouvez mettre le doigt sur le lecteur d'empreintes ou vous rentrez un code au pavé numérique, qui est un pavé comme toutes les serrures numériques l'offrent de nos jours. Donc ça, c'est un 3 en 1. L'autre 3 en 1, c'est que c'est une caméra de sécurité, c'est une sonnette et c'est une serrure aussi traditionnelle avec, on peut aussi avoir, on a là un petit bouton puis il y a une serrure pour la clé, la vraie clé. Donc il y a un backup là en cas de situation de problème. Et pour compléter la fiche technique, il y a une pile, un gros pack de batteries amovibles qu'on peut recharger par USB-C. Donc c'est pas des batteries qu'on doit acheter et jeter après un usage. Ça, c'est quand même un gros plus. Et à l'avant, du côté de l'extérieur de la maison, il y a une alimentation d'urgence. Vous connectez une pile d'urgence et par USB-C de mémoire et vous réanimez dans le fond la serrure. Vous pouvez déverrouiller la porte même si la batterie est morte. Ce qui est quand même, on s'entend, assez crucial. Donc de base, c'est super intéressant. La caméra fait du beau travail, belle image, 1080p, donc plein HD, grand angle. Offre ces fameux modes de reconnaissance d'intelligence artificielle. Là, on reconnaît les gens, on reconnaît les chiens, on reconnaît les livreurs, on reconnaît les colis, on reconnaît les autos. On reconnaît même les moufettes et les chevreuils, pour ceux qui ont des moufettes et des chevreuils. Et tout ça se traduit en alerte qu'on envoie sur votre application mobile MyQ. Donc, on envoie une alerte à mon cul. Ah mon Dieu, j'avais pas pensé dire ça aujourd'hui. Mais ça permet donc d'évidemment rester au courant de ce qui se passe chez soi quand la porte est verrouillée, déverrouillée, peu importe. Malheureusement, il y a beaucoup trop d'alertes et même si on fait des paramétrages personnalisés très avancés, on a toujours trop d'alertes. Je ne sais pas comment les gens qui ont créé cette serrure-là ont pensé que ce serait le fun de recevoir plus que pas assez d'alertes. Peut-être qu'on veut éviter de ne pas alerter en cas d'une vraie alerte, mais oui. On peut évidemment définir une zone de surveillance dans l'image complète de la caméra pour éviter que certains endroits dans la caméra, comme par exemple une rue très passante, deviennent générateurs d'alertes incessantes, mais je n'ai pas encore réussi à le paramétrer de façon suffisamment précise pour éviter des fausses alertes, et ça devient rapidement agaçant. Il y a aussi, évidemment, un système audio bidirectionnel. Donc, si quelqu'un sonne, ding-dong, vous recevez l'alerte, vous répondez, et vous pouvez avoir une conversation avec la personne. Oui. Hey, laisse le colis là, ou je te déverrouille la porte, rentre, ressort, je reverrouille la porte. Techniquement, tout ça, c'est extrêmement complet. C'est probablement la serrure connectée la plus complète que j'ai croisée dans les dernières années. Jusque-là, point. Conversation suivante. Malheureusement, elle a des gros défauts. Le premier défaut, c'est qu'elle n'a aucune compatibilité avec HomeKit chez Apple, avec Google Home chez Google et avec Alexa chez Amazon. Donc, aucune façon de l'intégrer dans un écosystème d'appareils connectés pour dire automatiquement à un seul agent
déverrouille la porte, allume la lumière, des choses. Si les gens, parce que souvent, on veut, quand on a un appareil comme ça, aller plus loin dans la domotique, n'est-ce pas, dans l'automatisation de certaines fonctions, avec un seul agent. Là, il faut une application de plus sur son téléphone. C'est pas bien grave, c'est juste un peu irritant. Surtout quand on a après ça une sonnette ou on a d'autres affaires, ça vient vite agaçant. Évidemment, la batterie, le pack batterie, comme bien des serrures, on va vous dire « Ah, t'en as pour 6 mois, pas de problème », mais ça dure à cause de toutes ces fausses alertes et du besoin de la caméra d'être régulièrement activée. Ça dure 1 mois et demi. Donc, il faut constamment charger sa serrure. Et il y a quelque chose de plus niaiseux à dire que « Hey, il faut que je recharge ma serrure à soir ». Il y a comme une... Il y a comme un autre irritant là qui fait que... Sinon, je rentre pas. Tu as toujours la crainte. Tu pars en vacances, tu reviens, tu n'as plus de serrure. Il faut que tu sortes ta clé que tu as laissée à la maison parce que tu te dis « Ah, j'aurais pas besoin de ma clé. » C'est pas évident. Donc, c'est pas... de ce point de vue-là, c'est un peu agaçant. Et en plus de ça, il faut l'acheter, forcément. C'est 470$. Et pour profiter de toute la panoplie de services dont je viens de vous parler, il faut allonger soit 25$ ou 150$ par année. Parce que de base, gratuitement, il y a une période d'essai, mais sinon, toutes les fonctions de détection et d'enregistrement de vidéo et tout le reste devient inaccessible. Et honnêtement, payer une mensualité ou une annualité, appelez ça comme vous voulez, mais payer un abonnement pour sa serrure de porte. Je veux dire, j'ai le seuil de tolérance pas très élevé sur les abonnements et celui-là, vraiment, est dans le plafond tellement que c'est ridicule. Donc, je ne peux pas ne pas dire que c'est ridicule et je ne peux pas recommander un tel modèle d'affaires sur une serrure de porte de maison qui devrait être l'affaire la plus sécurisée et la plus fiable et la plus souveraine, hein, c'est un terme populaire, c'est dans votre écosystème d'outils numériques. Donc, c'est pour ça que tu peux prendre une barre à clous et puis ouvrir la porte ou crocheter la serrure. C'est pas parce que les gens ont la fausse impression que parce qu'il y a des trucs comme la reconnaissance faciale, la reconnaissance empreinte digitale et un code numérique, c'est pas plus sécuritaire. Ça reste une vulgaire serrure qui la porte se défonce. Les gens peuvent passer par la fenêtre. Et dans cette panoplie de serrures connectées et numériques, il y en existe plein de sortes. Là. La grosse folie du moment, c'est la reconnaissance faciale, parce qu'évidemment, il y a la caméra, puis de plus en plus, on intègre la sonnette à la poignée de porte et à la serrure. Et c'est correct, c'est une bonne idée. Mais ce qu'on réalise à force de les essayer, et c'est notre job, n'est-ce pas, c'est que souvent les serrures les moins compliquées sont les plus le fun. Les serrures August qui sont rendues, je crois, à propriété de la compagnie Yale, qui, sauf erreur, a peut-être un autre nom au Canada, là, a une serrure de base avec pavé numérique et l'application mobile. Et l'application fait de la géolocalisation et quand vous approchez, elle se déverrouille toute seule. C'est génial. Plus besoin de main, pas besoin d'empreinte digitale, aucune donnée privée complexe qui viennent de changer de main. Et elle se reverrouille quand vous quittez. Donc souvent, ce sont ces fonctions-là très simples qui sont suffisantes. Et si vous avez besoin en plus d'une caméra pour surveiller qui cogne à la porte et où est votre colis, il y a des sonnettes séparées qui existent aussi. Il y a façon de trouver un équilibre avec des sonnettes qui vont stocker la vidéo et même ta caméra est un bel exemple. Localement sur une carte SD ou sur un serveur maison. Donc, il existe des solutions moins chères. Et ça, c'est un bel exemple de quand on veut trop bien faire, on finit par tomber dans l'excès de gadgets superflus. Donc, sont bien très fins les gens derrière la marque MyQ. Ou mon cul, mais ils ont fait une belle occasion là. Ils font la marque MyQ, ça appartient à un groupe qui s'appelle le Chamberlain Group, qui font dans les appareils de surveillance plus étoffés. Et ils ont mis en vente, il n'y a pas tellement longtemps, un moteur de porte de garage automatisé. Et ça, c'était leur première incursion dans une serrure, dans un produit plus grand public. Et j'espère qu'ils vont bien prendre des notes des limites et des défauts de leur appareil avant de se lancer dans d'autres variations de ce produit-là, parce que c'est sur papier probablement une bonne idée. Mais on sent que ces gens-là ne maîtrisent pas le modèle de l'économie de l'abonnement et des appareils connectés aussi bien qu'ils l'auraient souhaité. Voilà. C'est complexe. Toute l'interrelation entre les différentes applications, les différents services, les standards. Il y a un standard qui devait révolutionner la connectivité et l'ouverture des portes qui tarde à voir l'économie de l'abonnement, là, le subscription economy, là, c'est en train de pourrir un paquet de choses qu'on faisait avant sans payer pour rien. Et il y a bien des entreprises qui ont l'air de penser que le monde va payer, c'est pas grave. Mais non, on n'est pas dupe, hein, dirait quelqu'un d'autre. On n'est pas non plus à ce point-là poisson qu'on va payer pour tout et n'importe quoi. Il existe encore des solutions qui ne demandent pas d'abonnement et on ne peut que vous les recommander pour sauver des sous. Oui. Voilà.
Sur ces sages paroles, Pascal, c'est la fin. Merci beaucoup, Alain. On va remercier nos partenaires TELUS et Plan Hub, Cogeco Média pour la mise en onde et la diffusion du podcast sur l'application de podcast de votre choix, l'interface de votre choix. Écoutez-nous, likez-nous, peu importe, commentez, écrivez-nous. Vous pouvez m'écrire pascalforgette.com. Je suis en train de réfléchir beaucoup sur mon site, Alain. Il me génère pratiquement pas de revenus. Pas de revenus, disons-le comme ça. Non, mais contrairement à d'autres sites web qui poussent des deals, puis des promotions, puis c'est la promotion, puis des trucs croisés, c'est vraiment... Ça va faire des clickbait, faire peur au monde un peu, générer quelque chose, ma parole. Oui, faire peur au monde, puis ça vous prend... Ici, on veut donner des opinions éclairées, on veut rester indépendant. pascalforgette.com, écrivez-moi. Vous pouvez vous abonner pour recevoir mes nouveaux billets j'ai publié un billet cette semaine. Voilà. Alain McKenna, on peut te lire dans la presse, on peut te lire un peu partout. Et t'écouter dans un podcast de voiture, Alain. Ça tient la route. J'ai expliqué plus en détail dans le Ça tient la route de cette semaine ce que je suis allé faire au Japon. Donc, vous pouvez aller voir ça sur le site de votre station Cogeco préférée. C'est là, sur les plateformes balado aussi. Pas tellement loin de une tasse de tech. Donc, faites-vous une offre spéciale du printemps. Abonnez-vous aux 2. C'est gratuit. Et chaque semaine, vous avez ma voix. Je sais pas si ça vous fait votre affaire, mais celle de Pascal aussi. Et celle de mon ami Benoît Charette du côté de l'automobile. Donc, gâtez-vous. Sinon, prenez soin de vous et on se reparle la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.